Bonjour à tous. L'atelier s'appelle Comment l'IA transforme les métiers du marketing digital. Mais en fait, on peut enlever digital. Parce qu'aujourd'hui, parler de marketing digital, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est le marketing. Ouais, mais sûrement, lui, on va quand même parler un peu de marketing digital. Parce que sinon, puisqu'on va parler de marketing. Donc, si vous vous intéressez au métier de la communication, au métier du marketing digital, si vous avez pour projet d'être, par exemple, je ne sais pas, chargé de communication, chargé de marketing, traffic manager, community manager, créateur de contenu, data analyst, vous continuez, social media manager. Voilà. Si ce sont des métiers que vous avez identifiés dans peut-être les débouchés qui vous intéressent, ben, on vous recommande de venir passer une demi-heure avec nous. Demi-heure, c'est court, hein. Si tu connais, c'est en fait, c'est pas une demi-heure, c'est 45 minutes, en fait. Mais une demi-heure, psychologiquement, c'est moins engageant. Alors, on accepte aussi celles et ceux qui, peut-être, ne savent pas exactement ce qu'ils ont envie de faire. C'est normal. C'est normal quand on est dans les études, on sait pas trop, on a une idée un petit peu vague. Mais peut-être que, justement, ce qu'on va vous dire avec Christophe va vous aider à préciser votre projet professionnel. Alors, qui es-tu, Christophe, d'ailleurs? Donc, je m'appelle Christophe Danet. Alors, j'ai un parcours à peu près 35 ans dans la communication marketing digital. J'ai dirigé des agences sur le marché, dont je vais pas citer les noms parce que je pense que... allez, quelques noms, Christophe. Bon, j'étais chez Havas, j'ai lancé une petite marque qui s'appelle Soch en France, par exemple. Je suis passé chez Soch, entre autres. Et bon, j'ai que ça. Et aujourd'hui, j'enseigne au MBMCI que tu représentes aussi à l'Executive Education. Je suis responsable de formation à l'IM Digital School. Enfin, j'ai pas mal d'activités. Moi, je dis souvent, j'ai 3 métiers. J'ai un métier de formateur, pédagogue, un métier de consultant, bien sûr, parce que je suis toujours actif depuis 35 ans, et je suis sketcher aussi. C'est-à-dire, je dessine. Voilà. Bon, malheureusement, pendant cette là, je peux pas dessiner. Pendant cette conférence, je peux pas dessiner parce que sinon, ça serait sur les livres. Et toi, alors? Et donc, moi, je m'appelle Louis Duroul. Je suis directeur pédagogique du MBMCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. On a juste notre stand à côté. Et il se trouve qu'avec Christophe, en fait, on va partir en même groupe, qui est le groupe de Paul Léonard de Vinci, qui est basé à Nanterre. Mais on n'est pas là pour vous parler de nos formations. Vous pourrez le faire justement sur nos stands. On est là pour vous parler d'une révolution qu'on est déjà en train de vivre aujourd'hui en 2025 dans nos métiers, qui est celle de l'IA. Alors c'est tarte à la crème. Je pense que si vous suivez un petit peu les médias, si vous vous renseignez d'ailleurs sur vos études, tout le monde va vous parler d'IA. Alors il y a 2 façons de parler d'IA. Il y a effectivement avoir une approche géopolitique, une approche éthique de l'IA, qui est très intéressante, mais qui ne va pas être celle de cet atelier parce qu'on n'a que 45 minutes. La deuxième approche, c'est une approche pratique, pragmatique, professionnelle. À savoir, l'IA aujourd'hui, comment elle augmente les métiers de la communication et du marketing, comment elle impacte nos métiers, et surtout comment on s'en sert. Peut-être première question, Christophe, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers créés par l'IA? Christophe, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers créés par l'IA? Il y a toujours des nouveaux métiers, pas que depuis que l'IA existe, tu vois. À chaque fois, chaque année, il y a de nouveaux métiers. Moi, j'en ai même créé quelques-uns dans mes entreprises. Mais effectivement, l'objectif, c'était d'imaginer, par exemple, tu vois, le métier qu'on avait il y a 30 ans, qui était un métier de traffic manager, qui consistait à programmer toutes les campagnes digitales. Ce métier n'existait pas. Aujourd'hui, les métiers qui sont apparus sur le digital, comme optimiser le trafic d'un site, tu vois, en e-commerce, c'est quand même un des sujets assez majeurs. Bah, aujourd'hui, il a été inventé grâce au digital. Alors avec l'IA, c'est toujours des métiers en version augmentée, tu vois. Exactement. Donc en fait, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que oui, peut-être qu'il y aura des nouveaux métiers, mais ces nouveaux métiers, on les connaît pas. Regardons les métiers actuels. En fait, les métiers actuels, tu as parlé de traffic manager, qui est un des métiers emblématiques du marketing digital et du e-commerce. Et c'est quoi le traffic manager? Le traffic manager, en fait, il gère tout le trafic autour d'un site, d'une boutique en ligne, d'une app, et il va regarder quelles sont les sources de trafic. D'où ça vient? Est-ce que ça vient des réseaux sociaux? Est-ce que ça vient du référencement naturel? Est-ce que ça vient de la publicité? Est-ce que ça vient d'un type de campagne qu'on a lancé? Et surtout, qu'est-ce qui se passe sur le site? Qu'est-ce qui se passe sur la boutique? Est-ce qu'il reste sur tel article? Est-ce qu'il commande? Tout ça, ça fait partie de l'écosystème opérationnel du traffic manager. Et ben, le traffic manager, ce métier existe toujours, il existera toujours. Sauf que tu as déjà de l'IA. Et donc, il y a de l'IA où, Christophe? Il y a partout, en fait. Si tu veux, en fait, aujourd'hui, l'IA, d'abord, c'est un outil. Non, pas de démystification, c'est pas quelque chose qui va vous remplacer, c'est quelque chose qui va vous augmenter. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire des choses plus rapidement, de faire des choses moins fastidieuses, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça permet, l'IA? Ça permet d'aller plus vite
d'emmagasiner plus d'informations et de pouvoir synthétiser cette information. Donc en fait, il n'y a pas un métier aujourd'hui qui n'est pas impacté par la collecte d'informations, par le retraitement d'informations et par la volonté de décider de quelque chose. Combien de gens qui aujourd'hui font un métier, par exemple, sur un tableur Excel, hein? Il y en a encore. Et attention, On n'est pas là pour critiquer Excel. Mais Excel avec de l'IA, c'est 3 fois plus intelligent. on préfère Excel avec de l'IA. C'est là où, en fait, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un gain de productivité. On estime entre 30-35% de productivité réalisée sur un certain nombre de tâches. Des tâches qui aujourd'hui n'ont pas de sens, qui avaient peut-être un sens il y a quelques années et qui aujourd'hui ont perdu ce sens-là. Attention, c'est clé ce qu'est en train de dire Christophe. Pourquoi l'IA, c'est aussi important déjà aujourd'hui d'en parler et surtout de se former. Et quand on parle de l'IA, tu as raison de le préciser, ce sont les outils IA. C'est parce que la différence, ça se fait déjà aujourd'hui entre celui ou celle qui fait du marketing et de la com, entre guillemets, traditionnel comme avant, et celui ou celle qui fait exactement la même chose, mais avec de l'IA. Et effectivement, cette deuxième personne, eh ben, elle a entre 30 et 35% de productivité. Déjà aujourd'hui. Et c'est pas fini parce qu'en fait, si tu veux, en fait, historiquement, l'IA dans les métiers de la communication digitale en particulier, on l'utilise depuis à peu près 2009, par exemple. Beaucoup d'achats d'espace publicitaire se réalisent de cette manière-là. Mais c'était un petit nombre d'individus qui savaient exactement ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, la démocratisation termine depuis 2 ans avec ChatGPT. Ici, si je fais un sondage, vous utilisez toujours au minimum ChatGPT, au moins un. Et pas toujours à bon escient, mais c'est pas grave parce que ça va faire partie justement de ce qu'on va vous expliquer après. C'est que c'est comme ça qu'on apprend. Le test and learn, c'est on essaye, on se trompe, on apprend, on recommence et c'est là où on se perfectionne. Mais ce sera pour la deuxième partie. Alors ça impacte pas mal de métiers, mais ça impacte des métiers qui, pour certaines parties, étaient fastidieux. Je te prends juste un métier qui est faire du référencement. Le référencement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des gens qui vont optimiser les pages d'un site ou des applications pour faire en sorte que ça apparaisse sur la première page de Google. Parce que si tu n'es pas sur la première page de Google, tu n'existes pas. C'est le fameux SEO. Search Engine Optimization. Donc, par exemple, un métier de SEO, toi, moi, toi, j'ai géré des campagnes de mots-clés. Vous avez 150 000 mots-clés à positionner, sur lesquels se positionner. Et on passait des heures là-dessus. J'avais, moi, dans mes équipes, 4 personnes qui travaillaient full-time là-dessus. Aujourd'hui, si j'arrive à remplacer ces personnes-là par un travail plus automatique, je vais pouvoir utiliser ces personnes sur ce qu'elles savent faire de mieux, sur leur réflexion, sur leur sens critique, sur leur valeur ajoutée. Tu vois? Je suis pas dans un truc où je vais dire, je vais virer les personnes, j'en ai plus besoin. J'en ai toujours besoin de l'œil humain là-dessus. Donc, premier métier sur lequel ça impacte, le SEO, le référencement, c'est un des métiers qui est en train d'être impacté largement. Parce que de l'autre côté, Google, qu'est-ce qu'il fait quand il indexe les contenus? Il les indexe avec des algorithmes, avec des IA. Donc, il fait la même chose. Donc, comprendre comment les IA de l'autre, de Google fonctionnent et comprendre aussi comment on peut essayer de s'approprier les vertus du moteur de recherche. Et le moteur de recherche qui est un peu challengé, il faut reconnaître. Alors, c'est ça, on pourrait effectivement faire aussi toute une conférence sur... Ils sont challengés par les IA. Sur le référencement, sur la réduction du search, sur le fait que, bah oui, Google, archi dominant, est concurrencé sévèrement par de nouveaux acteurs. Si on vous parle de SearchGPT, qui est le moteur de recherche intégré dans ChatGPT, si on vous parle de Perplexity, dont le fondateur a annoncé qu'il voulait faire la peau à Google. Voilà, on aime bien, hein, c'est les Silicon Valley drama, on aime bien tout ça, voilà. Donc il y a bien sûr un petit peu de théâtre dans tout ça, mais ça montre bien que Google est un géant qui vacille et là aussi il y a des opportunités pour des professionnels. Faut pas quand même le sous-estimer. Il faut pas sous-estimer. On n'est pas là pour défendre Google, mais c'est en train de bouger. Et tu vois, deuxième logique sur les transformations, parce qu'on parle de référencement, pour faire du bon référencement, il faut avoir du contenu. Si vous avez rien à dire, tu serais pas indexé sur les moteurs de recherche. Donc, produire du contenu, ça devient un élément clé. C'était déjà un élément clé. Attends, mais serais-tu en train de me parler du fameux content marketing? Tout à fait, je suis en train de te parler de ça. Le content marketing qui consiste à produire des contenus à destination d'un certain nombre d'individus qui ont des affinités par rapport au contenu que tu vas proposer, entre autres. Pourquoi Christophe vous parle du marketing de contenu, du fameux content marketing? Parce que, encore aujourd'hui en 2025, c'est le contenu qui permet justement de générer le plus de trafic, le plus de conversions dans une logique e-commerce. Donc ça veut dire que si votre contenu n'est pas de qualité, et dans le mot qualité, il y a 2 notions. La qualité dans le sens l'intérêt, est-ce que votre contenu est intéressant pour l'audience, la cible que vous adressez, et est-ce que le contenu est de qualité au sens
technique, référencement du terme, et il est optimisé pour qu'il puisse remonter dans les recherches, dans les requêtes des gens que vous souhaitez adresser. Donc, tu vois, par exemple, un métier qui consistait à produire du contenu. Content manager, par exemple, je produis du contenu pour le compte d'une marque, Mais chargé de communication. ou chargé de communication. À un moment donné, on va vous dire, OK, tu vas produire un contenu, deux contenus. On va te dire, par exemple, de manière très factuelle, il faut que vous écrivez 2 articles de blog par semaine. Donc, au début, vous tenez la rampe. Et au bout de 4 semaines, vous commencez à vous essouffler, dire de quoi je vais parler, quel est le sujet que je vais avoir. À un moment donné, tu vois, on parlait d'une notion de productivité. Donc, en fait, qu'est-ce que ça a permis à ces producteurs de contenu, quels qu'ils soient influenceurs, qu'ils soient dans la vidéo, qu'ils soient dans l'écriture, ça leur permet de produire encore plus de contenu plus variés. Donc, en fait, ça améliore de facto le référencement, etc. Et ça leur permet de valoriser. Et comme on est quand même sur la guerre du contenu, hein, il y a du contenu, il y a du bon contenu, il y a du contenu qui est un peu fallacieux, un peu fake, on va dire, tu vois. Il est clair qu'aujourd'hui, là-dessus, les IA sont un moyen, un bon tremplin pour accélérer cette production-là. Ceci étant dit, ça suppose que ces créateurs de contenu, ils aient la capacité de savoir bien compter, de faire ce que j'appelle la stratégie des combos. Ceux qui jouent en jeu vidéo vont vite comprendre le sujet. C'est pas une IA qui va aujourd'hui résoudre un problème. C'est une succession d'IA qui va améliorer les éléments du contenu. Toi, tu vas créer une image avec Dali et tu vas la retravailler, la transformer en vidéo avec une autre IA sur le sujet. En fait, si tu veux, C'est un arsenal. voilà, il faut effectivement réussir à travailler avec un arsenal. Mais pourquoi on vous parle de la communication? Alors, c'est vrai que communication et marketing, c'est un peu les frères siamois. Ouais, il y a un côté yin et yang. Parce qu'il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup d'outils qui sont communs, mais les objectifs sont pas exactement les mêmes. D'un côté, on va plutôt faire de la notoriété, de l'information, d'autres, on va faire de la préférence, de la conversion. Mais, en fait, ils sont très similaires. Sauf que l'apanage de la communication, c'est quand même le contenu. Et la première révolution apportée par les IA génératives, et là, vous voyez, on parle plus d'IA, mais vraiment d'IA générative, c'est la communication. Et donc là, quand on est rédacteur web, je suis en train d'écrire sur le salon Eddy Universal, voilà, pour présenter tel et tel, je sais pas, stand, etc. On veut quelque chose d'efficace. Et qu'est-ce qui nous aide? La conversation, l'échange qu'on va avoir avec l'IA générative. Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est Gemini? Est-ce que c'est Claude? Claude d'Anthropique, qui est une IA qui est réputée comme étant plus performante en français, par exemple. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous, en tant qu'humain, vous allez le relire. Vous allez effectivement le modifier. Mais vous n'aurez plus ce syndrome de la page blanche. Vous n'avez plus ce syndrome de se dire, qu'est-ce que vous avez dit, ce que vous a dit Christophe, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Je dois faire 2 articles de blog par semaine. Peut-être qu'on va trouver un super sujet qui serait, par exemple, comment l'IA transforme le métier du marketing digital, et qu'avec Christophe, on va créer une stratégie de contenu dans lequel il y aura 10 articles qui aborderont à chaque fois un angle différent, les métiers de la communication, les métiers du marketing, le focus sur les métiers de traffic manager, l'impact sur l'e-commerce, et tout ça on le fera grâce à quoi? Grâce aux IA génératives que l'on aura commandé et piloté, et à qui on aura donné des prompts, c'est-à-dire en fait des consignes et des instructions pour produire le contenu que l'on recherche. Et ça, c'est pas un gain de productivité de 30%, c'est largement supérieur. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pas le futur dont on vous parle, c'est aujourd'hui sur le référencement, sur la production de contenu, tout le monde s'y met. Donc, ce qui veut dire que demain, votre métier, vos études, vous serez obligé carrément de travailler avec ce genre d'outils parce que ça va devenir la base, la référence absolue. Vos recruteurs, qui utilisent aussi les IA pour sélectionner les dossiers, vont aussi être dans cette perspective-là. Donc, en fait, c'est IA contre IA, mais sans faire l'apologie complètement des IA, il ne faudra pas oublier que la dimension, votre caractère, votre profil va être aussi un facteur qui va utiliser. C'est-à-dire que je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez une utilisation des IA totalement différente. Parce que vous avez un cursus différent, parce que vous avez une histoire différente, parce que vous avez un mode organisationnel différent. Ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte. Je ne veux pas croire que l'IA va se contenter de faire du standard. Aujourd'hui, tu vois, plus tu vas demander de choses à l'IA, plus elle va être dans la personnalisation. Cette révolution, si on devait la qualifier, c'est qu'en fait, l'IA, c'est une technologie standard qui permet de faire de l'hyperpersonnalisation. Ce qui est intéressant, le métier de marketeur, par exemple, le marketing qui consiste à avoir une relation client, gérer des clients. Gérer des clients, c'est ce qu'il y a de plus fastidieux. Il faut leur dire, oui, monsieur le client, vous avez raison. Et quand ils entendent, il faut me dire, oui, vous avez raison, monsieur le client. Il faut avoir une relation, et c'est ce qu'on appelle la gestion de la relation client. Tu vois, la gestion de la relation client. Quoi de pire aujourd'hui de recevoir un message dont on n'est pas sensible à ce message? Vous avez tous su ça. Imaginez demain,
que le message que vous recevez, c'est celui avec les informations dont vous disposez. Alors, vous verrez, ça peut peser aussi un sujet sur l'éthique. Mais, par exemple, tu vois, regarde aujourd'hui, quand tu penses sur un chatbot, vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire, c'est la petite interface qui va vous permettre de dire, bah, tiens, si vous avez un problème, posez-moi vos questions. Et qui est un peu con, on est d'accord, hein, les chatbots sont un peu con. Ça, ils apparaissent et on a tout de suite envie ça, c'est de fermer 2020, la fenêtre, mon cher Louis. C'était dans les années 2020, parce que même aujourd'hui, en 2025, puisque, tu vois, ça va très, très vite. En 2025, si tu plugues une IA avec tout le contenu de l'historique des clients, ça répond exactement à votre problématique. Même à des questions, ça répond à des questions. Et c'est toute la même navigation. C'est-à-dire que là, au lieu d'être sur un site où vous cliquez sur les rubriques, et puis alors attention, on espère que l'arborescence a été bien conçue. Ça nous est tous arrivé d'arriver sur un site, de chercher un truc, on comprend pas, attendez, en fait, ils l'ont mis dans l'actualité, alors qu'en fait, ça devrait être dans la fiche produit, dans l'événement, je sais pas quoi. Là, non, vous avez une IA qui va vous servir de surcouche, d'accompagnateur, de guide, d'agent IA, et d'ailleurs c'est peut-être le gros mot, l'IA agentique, c'est ça la révolution qui est en train d'arriver, et qui va en fait nous permettre, dans une conversation, de trouver la bonne info qui sera issue du contenu qui aura été conçu par qui? Par vous. Donc là, effectivement, en marketing, si tu veux, en marketing digital en particulier, la gestion de la relation client, la manière dont on va s'adresser au client, elle va être de plus en plus spécifique, ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il y aura quand même besoin d'avoir quelqu'un pour initier ce qui est la donnée, sélectionner l'information qui va être actionnable, parce qu'on collecte beaucoup de données, parfois un peu trop, et là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant d'affiner vraiment cette logique-là. Donc, les marketeurs vont pouvoir se concentrer sur l'efficacité. Ça aussi, c'est un autre aspect hyper intéressant, l'efficacité, c'est-à-dire comment j'arrive à rendre ma communication la plus efficiente. Tu connais l'adage, toucher la bonne personne au bon moment avec le bon message. Donc, en fait, ça qui était un mythe encore il y a quelque temps, peut-être, je ne sais pas, mais avec l'IA, on pourra arriver à faire des choses assez intéressantes là-dessus. Vous avez vu comment on est passé de la communication au marketing. Donc, en gros, sur l'échelle de Richter de la révolution, dans la communication, on est à 7. Donc, ça ne veut pas dire, on n'est pas en train de vous dire n'allez pas dans la communication, on est plutôt en train de vous dire, attention, faut muscler son jeu. Et c'est-à-dire que là, il faut vraiment se former sur les IA. Faut y aller. Mais pas que. Parce que toi, si tu te formes que sur les IA, c'est bien, c'est pratique. Mais il faut aussi se former sur tout ce qui est lié à l'aspect méthodologique. Comprendre, tu vois, ce que c'est qu'un SWOT, pardon, j'ai parlé un peu charabia, analyser une marque, son marché. Alors, tu vas le faire avec l'IA, mais encore faut-il que tu comprennes la dimension de ce que l'IA va te raconter. L'IA exécute et l'humain innove. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que beaucoup de métiers qui vont perdre leur sens, qui vont perdre leur valeur parce qu'à un moment donné, on finit par se poser la question de la répétition, d'exécution de certaines tâches dans certains métiers. Aujourd'hui, si tu la délègues aux IA, tu peux te concentrer sur des choses à forte valeur ajoutée ou à forte valeur ajoutée intellectuelle. D'où l'importance de l'innovation. Donc, tu vas voir apparaître peut-être des métiers qui vont impacter beaucoup plus l'innovation. Regarde juste un truc sur la création. En création, quand de tout temps, il y a eu des peintres. Est-ce que ça empêche aujourd'hui, avec les technologies et le fait d'avoir des écrans digitaux, d'avoir des gens qui font encore de la peinture traditionnelle? La réponse est non. Mais en revanche, ce que ça permet de faire, ça rend le sujet beaucoup plus accessible. Donc, être directeur artistique, par exemple, sans tenir compte de l'évolution des gens à qui tu t'adresses le message, ça fait partie des éléments. Donc aujourd'hui, l'accessibilité qu'on leur donne aux gens, ça permet à plein de gens. Il est fort parce qu'il a réussi à nous revenir. Je pensais qu'il avait fait une sortie de route sur le site conducteur de vacances. En fait, il est revenu magistralement. Bravo Christophe, puisque dans la communication, il y a bien sûr les métiers de la création, notamment la création graphique. Et donc la question que peut-être certains d'entre vous se posent, c'est est-ce que le métier de graphiste, de directeur, directrice artistique, est-ce qu'il est voué à disparaître? La réponse est évidemment non, parce que si vous vous intéressez un petit peu à la création sur Midjourney, sur Dali, sur aussi en vidéo, sur Runway, sur Kling. Ah, il y en a plein. Regardez un petit peu ceux et celles qui vont le plus loin. Ces arts graphiques, en fait, elles viennent augmenter qui? Ceux et celles qui avaient déjà les bases et les fondamentaux et la maîtrise de l'art graphique. La communication, c'est toujours la même chose. Celles et ceux qui se servent le mieux des IA génératives étant en textuel sont celles et ceux qui savaient déjà écrire avant. Ouais, mais regarde, avant, pour être un graphiste, il fallait savoir dessiner. Vous savez passer du temps à dessiner. Mais aujourd'hui, avec le fait de pouvoir décrire ton image, parce que vous avez tous un côté créatif, décrire une image pour arriver à des fins et produire et réaliser un contenu, on va certainement avoir arrivé Mais c'est là où ça fait sens. Nous, vous avez compris qu'avec Christophe, on voit beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Et donc, quand on dit quelle est votre principale qualité, un des mots, comme on dit, c'est la créativité. Qu'est-ce que ça signifie?
Je suis pas dessinateur. Je sais pas faire grand-chose de ma main en dessin, contrairement à Christophe qui est un très bon sketchbooker. Vous pouvez aller voir Christophe Dallet, Corto 13, il expose très très souvent à l'IM Digital School. Mais je sais pas faire ça. En revanche, travailler avec des IA, moi j'aime beaucoup FreePic. Voilà, parce que FreePic c'est l'IA génératrice d'images et de vidéos pour les débutants. Et moi ça me suffit. Si je fais des posts sur les réseaux sociaux, pour mon blog, pour le site, ma plateforme e-commerce, j'ai pas besoin d'avoir des œuvres d'art et des trucs où on dit oh incroyable, qu'est-ce qu'il est beau ce chat. Non, j'ai juste besoin d'avoir un chat qui est dans telle position et qui va venir me faire une illustration visuelle par rapport au contenu que j'envoie. Et en fait, produire un résultat qu'en temps normal, je serais incapable de produire. En fait, on explose chacun son propre plafond de verre. Sachant que je ne sais pas dessiner, finalement, je vais pas aller voir, je vais rester dans mon couloir d'âge. Le fait de travailler avec ces IA, en fait, ça me permet de travailler ma créativité. Et là, la créativité, ça a du sens. Et en fait, tu vas voir aujourd'hui des métiers qui vont mélanger le monde réel et le monde digital. Tu vois, un créatif aujourd'hui, un directeur de création, par exemple, qui, pour moi, j'en ai connu quelques-uns, assez importants. Ils savent pas forcément toujours dessiner. Ils savent conceptualiser. La conception, c'est quelque chose, c'est-à-dire imaginer l'image qu'on peut projeter, par exemple, par rapport à une publicité ou par rapport à un contenu. Et là, aujourd'hui, quand il donne ces instructions, il va les donner à l'IA. Il va peut-être utiliser, tu vois, je connais une agence qui fait de l'hybride, c'est-à-dire qu'il va utiliser les IA, qui va mélanger toutes les IA, mais qui va toujours faire travailler ses motion designers. Motion designer étant un métier qui consiste à faire de l'animation graphique. Alors ça peut être un métier qui va certainement évoluer. Mais quand on lui a posé la question, mais ça veut dire que tu as besoin de moins de motion designers pour faire ce que tu fais. Il va dire, peut-être oui, mais ceux que j'ai, je vais pouvoir les utiliser de manière plus effective. Je vais faire des choses plus intéressantes. Je vais être moins dans l'exécution sur le sujet. Donc, vous l'avez compris. Au niveau du contenu, les IA génératives, c'est déjà une transformation actuelle. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et dans le marketing, ça l'est un petit peu moins. Échelle de Richard de la transformation, 4. Voilà. 4, ça veut dire, on planque un peu les meubles, on met des tendeurs un petit peu partout, ça va secouer, mais c'est bon, normalement, la maison, elle va tenir. Donc, dans le marketing, la révolution d'IA, en fait, c'est une révolution IA inside. C'est-à-dire qu'en fait, tous les outils du marketeur, a priori, ils vont pas changer. Quand vous faites du CRM à grande échelle, il y a de fortes chances que vous travaillez avec Salesforce, avec HubSpot. Le CRM, vous savez, c'est la gestion de la relation client, c'est les bases de données de vos clients, de vos prospects, voilà, que vous pouvez ensuite plugger, rattacher à tous vos outils, à vos réseaux sociaux, à votre newsletter, etc., etc. Donc, Salesforce et HubSpot, ils intègrent déjà de l'IA. Non, mais cette IA, elle est là pour vous aider à sortir des données utiles de votre base de données. Ce qu'on appelle de la data vise. De pouvoir visualiser très rapidement quels sont les chiffres clés, les éléments clés. Pourquoi? Pour prendre des décisions. Ça sert à quoi de faire du data marketing? Ça sert à prendre des décisions. Qui prend les décisions? La responsable marketing. La directrice, le directeur de l'entreprise. Pour dire, OK, le cap qu'on va suivre, c'est celui-là. Mais le cap qu'on va suivre, c'est pas au doigt mouillé. Ah, tiens, il y a un petit peu de vent là, on va voir. Bon, ça, c'est girouette. Par contre, si je suis data-centrique, voire même data-driven, je vais accumuler de la donnée pour pouvoir ensuite appuyer, rationaliser ma décision. Ça, c'est la révolution du marketing. T'as raison, mais c'est vrai que par exemple le traitement de la donnée, on est submergé de données, submergé d'informations. Donc pour quelqu'un qui travaille dans le marketing, ça devient complexe aujourd'hui de pouvoir faire ce genre de choses dans des temps qui soient toujours plus rapides, plus importants. Donc cette productivité dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment une manière de transformer un certain nombre de métiers avec des tâches qui soient beaucoup plus valorisantes pour l'humain. Donc il y a certaines notions d'efficacité qui est super importante à avoir parce que dans le marketing, l'efficacité, elle est indispensable, quel que soit le métier que vous réaliserez. Alors on parle souvent de la loi de Pareto, tu sais, du marketing. Alors la loi de Pareto, je sais pas si vous connaissez, c'est appliqué au marketing, ça veut dire qu'en fait 20% de votre effort, par exemple appliqué à la production de contenu, 80% de votre effort est sur la diffusion. C'est super d'avoir du contenu, mais s'il n'est pas vu, s'il n'est pas adressé à l'audience que vous essayez d'avoir, à quoi ça sert? Typiquement, les réseaux sociaux. Vous avez votre super compte de marque, vous avez mis votre bannière, vous avez mis votre photo de profil, vos posts, c'est super, mais il n'y a personne qui les voit. Donc c'est pas efficace. Et donc ma question, parce que j'ai une question pour toi, Christophe. Oui, parce que je croyais que tu allais faire la question et la réponse. Et donc cette loi de Pareto du marketing, avec l'IA, en quoi elle est changée, et notamment dans la partie diffusion? En fait, c'est une question de productivité. Je te donne un exemple très concret. À un moment donné, vous avez besoin de faire un shooting pour une publicité. Ce shooting, vous avez besoin de le faire
sur les 5 continents pour respecter les us et coutumes de chacun des pays dans lesquels vous faites cette publicité. Ce sont pas les mêmes. À une certaine époque, tu es obligé de te déplacer dans chacun des territoires pour le faire à l'aide de l'environnement et l'objectif. D'accord, voilà. Là, aujourd'hui, ne faisait que les grandes marques, c'est-à-dire celles qui avaient les moyens, effectivement, de bosser avec des agences. Aujourd'hui, donc, tu prends le produit en photo et ensuite tout ce qui va être contextualisation de ton produit, mise en situation, c'est déjà le cas aujourd'hui sur Amazon, se font directement à travers, voilà, les IA sur le sujet. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes de la productivité, donc c'est une manière, c'est d'économie, c'est aussi en plus écologique puisque tu prends un peu moins souvent l'avion. Ça, c'est aussi la deuxième partie. Et ensuite, tu vas pouvoir produire du contenu à moindre coût. Donc, tu vas pouvoir respecter cette fameuse loi de Pareto qui consiste à dire 80% de la communication, tu vas le faire sur le véhicule du message et tu vas avoir une production qui va être de qualité. Et pouvoir avoir le temps et du temps de qualité pour se concentrer sur le plus important, qui est donc la diffusion. Ces fameux 80% d'efforts. Ben oui, parce qu'en fait, si tu vois pas une publicité, et ça arrive souvent, hein, en fait, ça sert à rien. Une pub qui est pas vue, c'est pas une pub. Donc voilà, moi, tu sais, j'ai toujours un adage qui consiste à dire que parfois, il vaut mieux passer une fois en Rolls-Royce devant sa concierge que 10 fois en déchets. Tu me refais? Vas-y, refais-le nous. Bon, si, doucement maintenant, parce que attends, doucement. Alors vas-y, refais. Il vaut mieux passer une fois en Rolls-Royce devant sa concierge que 10 fois en déchets. Pas mal. On a d'où la qualité du contenu qui va être importante et favorisée. Donc, si je peux essayer de produire mieux et plus rapide, je suis dans cette musique-là. Alors, on va parler de data. On arrive bientôt à la fin. Mais donc, forcément, la data, c'est une réalité de nos métiers. Un peu plus du marketing que de la com pour l'instant, mais il y a également des métiers de la data. Vous allez me dire quels sont ces métiers de la data. Data scientist, data engineer, data analyst, data manager. On ne comprend pas très bien. En fait, la différence, elle est très simple. C'est que non seulement ce sont pas du tout les mêmes métiers, non, absolument pas, et en plus, c'est pas du tout les mêmes éthiques. Pour être data scientist, il faut avoir un cursus d'ingénieur. Parce que c'est un métier fondamentalement scientifique. Voilà. Et en plus, le data scientist et data analyst, qui est plutôt effectivement data analyst, c'est plutôt un métier qui serait à intégrer dans les métiers du marketing. C'est des métiers qui sont très complémentaires. Mon data scientist, mon data engineer, il va être dans la conception de mon architecture data, il va être dans la rationalisation des différents canaux de data, parce que comme Christophe l'a très justement dit, le problème c'est qu'il y a trop de data, il y a trop de données. Et en fait, déjà aujourd'hui en 2025, c'est humainement impossible de pouvoir toutes les traiter. Donc, ils vont mettre en place des process et des méthodos qui vont faire en sorte que tout ce qui va ressortir du robinet, mais ce soit de la data exploitable. Data engineer, data scientist, data architecte, c'est tous ces métiers, c'est des métiers d'ingénieur. Nous, on va être sur le data analyst. Et donc, le data analyst, qu'est-ce qu'il fait? Le data analyst, il va justement aller regarder ce robinet et analyser la composition de l'eau pour ensuite les adresser aux bonnes ressources métiers à l'intérieur de l'entreprise pour dire, tiens, ça, c'est du client. Ça, c'est de la prospection, donc du marketing. Ça, c'est peut-être des choses qu'on pourra traiter à moyen long terme parce qu'on voit que c'est des tendances, peut-être des consommations de notre site web, de notre boutique en ligne. Et ça se fait sur quoi aujourd'hui? Ça se fait sur SQL, ça se fait en Python. Voilà, aujourd'hui en 2025. Et l'IA, elle est déjà aujourd'hui en train de venir vous aider et de venir vous accompagner sur le traitement de cette data. Donc, c'est-à-dire que les tickets d'entrée pour devenir data analyst, il est de plus en plus, il est de moins en moins cher. Il faut de moins en moins de temps pour se former à la data analyse. Et donc, c'est pas la technique qui prime. Et c'est pour ça qu'avec Christophe, on va vous parler de compétences cognitives. Quelles compétences il faut pour bosser dans le marketing digital? Oui, il faut des compétences techniques qui sont de moins en moins élevées grâce à l'IA. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence, Christophe? Ton attitude, le soft skills, ton agilité, ta capacité de pouvoir toujours challenger ce que tu as appris. Tu vois, à un moment donné, en marketing, on apprend un truc, tu parlais des test and learn. Ce que tu sais ne sert pas à grand chose, puisqu'en fait, ce qui va arriver va te permettre de franchir une autre étape. Donc, en fait, c'est des métiers qui sont beaucoup plus humains que techniques dans l'absolu, tu vois. Donc, la partie, moi, j'aime bien dire que, de manière un peu provocante, que l'IA, c'est presque une soft skills. C'est presque une aptitude, une manière de penser, de challenger. Finalement, quand tu regardes une IA, c'est un agent que tu as H24 et qui va t'aider au quotidien sur l'ensemble de tes tâches. Ça, c'est intéressant. Imagine-toi, c'est pour ça qu'on parle de job augmenté, de poste augmenté. Qu'est-ce que ça transcende les métiers, l'IA pour les métiers du marketing, d'une manière générale? C'est une augmentation des capacités. Si vous n'êtes pas bon dans une matière, tu vas utiliser l'IA, tu restes pas bon, plus un peu d'IA. Si tu es excellent dans ta matière
et que tu rajoutes l'IA, tu deviens toujours plus excellent. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus de travailler ce côté cognitif, tu vois, de méthodologie, de bien travailler cet aspect-là dans les métiers. Donc, il faut faire regarder, attention aux formations qui sont 100% promptes. Oui, c'est une partie intéressante, mais c'est pas le seul élément. Et l'autre point, si tu permets que j'y rajoute, j'ai connu pas mal de révolutions dans le digital, tu vois, depuis trentaine d'années. Donc et celle-là, elle nous bluffe tous les jours, 3 fois par jour. C'est une rupture. C'est une vraie rupture. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, ça permet de redessiner les contours. Et un truc intéressant, c'est une technologie qui est assez récente, finalement, au grand du grand public. Et finalement, tout le monde est presque au même niveau dans l'apprentissage de ce truc-là. Mais il y a ceux qui vont pratiquer assidûment, j'en connais ici dans cette salle, qui pratiquent à peu près 15 heures par jour, je ne me donnerai pas de nom, et qui pratiquent tellement qu'en fait, elles en deviennent experts sur le sujet. J'aime à dire un truc, tu vois, c'est que tu connais Teddy Riner. Oui, ok, bah, vous connaissez Teddy Riner. Ok, donc Teddy Riner, à 8 ans, il faisait les mêmes prises de judo qu'à 30 ans. Bah ouais, et c'est le fait qu'il s'est entraîné entre 8 ans et 30 ans qui est 10 fois champion du monde et champion olympique. Il y a, quel que soit le secteur, quel que soit le métier que vous pratiquez, surtout dans le marketing digital, ça va être cette praticité, cette capacité. Et c'est pour ça que je dis que c'est une soft skill. C'est-à-dire qu'en fait, cette capacité à se remettre en question. OK, il y a le challenge, je vais la challenger. Parce qu'on a le droit de le dire. On a le droit de dire à l'IA, tu racontes des conneries. Attends, moi, je sais. J'ai de l'expérience sur le sujet. Moi, je vois l'expérience. Là, c'est ce qui va faire l'usage de demain. Ça pas de savoir prompter, c'est savoir challenger l'IA, lui raconter exactement ce que tu as envie qu'elle te raconte sur le sujet. Alors, on est conscient que ça peut faire peur comme discours. Et attention, on n'est pas du dans le débat de science-fiction sur on est les IA enthousiastes, les IA sceptiques, absolument pas. Comme je l'ai dit, on va pas vous parler de géopolitique et d'éthique, même si c'est des sujets très intéressants, mais on peut pas les traiter dans cette conf. Je rappelle quand même, pardon, je te coupe, mais l'éthique dans le marketing est importante. Je m'adresse à partir du moment où j'ai collecté l'information de manière explicite. Donc en fait, tu dois respecter. Donc ça veut pas dire que on l'ignore, c'est simplement que on se prête à l'exercice de cette conférence qui est de parler plutôt de l'impact sur les métiers du marketing digital. Mais ce qu'on peut vous dire en résumé, c'est numéro 1, donc si effectivement on bosse dans la com, dans le marketing de la data, on a une posture de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il sait pas jouer de tous les instruments. C'est pas possible. C'est humainement pas possible. En revanche, il connaît la sonorité de chaque instrument. Et il sait quelles sont les spécificités de chaque instrument. C'est comme ça qu'il arrive à trouver une harmonie. C'est ça notre job. Et si les instruments sont des IA, eh bien c'est ça notre job. C'est effectivement de savoir précisément comment on va se servir de cet outil et surtout dans quel but. Tu parlais d'efficacité, c'est exactement ça. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est utile? Ça, c'est des questions d'humain. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ce que je mets en œuvre, ça doit produire ce résultat, tel résultat, qu'est-ce que j'attends, comment je le mesure? L'IA peut vous aider, mais la réponse, c'est vous qui l'aurez. La deuxième chose, parlons des compétences d'humain. On va parler de compétences cognitives, on parle de soft skills, tout le terme RH, les compétences douces. Ben, ça veut dire, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est des humains et qu'est-ce qui fait qu'on va se servir à bon escient de ces IA? Eh bien, la compétence numéro 1, c'est apprendre à apprendre. C'est l'élasticité de notre cerveau, de notre façon de travailler. Le fait de se dire que le doute ne devient plus un frein, mais un moteur. C'est bien de douter dans nos métiers. Parce que douter, ça veut dire qu'on va se poser des questions. C'est un doute qui est utile. Alors attention, je vous dis pas de tomber en dépression, hein. C'est pas ça. C'est un doute mesuré. Et donc, apprendre à apprendre, ça veut dire que, ben là, on est en train de parler, on est le 15 mars 2025. OK, c'est une photographie à l'instant T. Peut-être que demain, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peut-être que toutes les IA qu'on vous a citées, elles existeront plus, elles seront remplacées par d'autres. Et en fait, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que c'est l'usage qui prime. Et c'est le fait, justement, d'avoir appris les outils qui vous permettent de coller à un usage qui fait que si cet outil change, vous serez toujours capable de répondre à cet usage. Que ce soit pour de la relation client, que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour de la mesure d'indicateurs, que ce soit pour faire de la data analyse. Si vous apprenez des outils aujourd'hui, cet apprentissage-là, il vous permettra de pouvoir apprendre tous les prochains. En fait, l'IA va pas éliminer des emplois, d'accord? C'est souvent la question qu'on nous pose en permanence. Ça va les transformer. Ce qui fait qu'à la fin, le métier que vous faisiez il y a 10 ans n'a plus rien à voir avec le métier que vous ferez dans 10 ans. Mais ça, c'est grâce aux IA, c'est cette logique de transformation, d'accord? On sera beaucoup plus efficace et on est plus efficace. Regardez les technologies qu'on a traversées dans le passé. Il y a une certaine époque, il fallait le mécanorma et qu'on prend son petit colle et son crayon pour faire une création, pour faire une publicité. Aujourd'hui, avec Photoshop, avec IA,
vous avez fait mauvais cadrage, l'IA vous le rectifie et change le sujet. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on garde les mêmes aspects, créativité, mais on va pouvoir faire plus vite. Donc, il faut s'y mettre. Il faut non seulement s'y mettre, mais il faut aussi prendre conscience que beaucoup de recruteurs, à la sortie de votre formation, vous demandera si vous savez oui ou non utiliser les IA. Et tant bien même qu'ils vous interdisent, parce que dans certaines sociétés, ils peuvent dire on va limiter l'utilisation des IA. Je connais beaucoup de salariés d'employés qui l'utilisent envers et contre la direction de l'entreprise. Donc en fait, on n'échappe pas à ça. Il faut travailler avec cette innovation, il faut être dans cette innovation, et il faut pas se dire aujourd'hui, ok, ça me concerne pas, tout à fait, on est dans le truc. Demain, les jobs que vous ferez seront forcément avec l'IA. Le risque que vous perdez votre emploi sera lié à la non-utilisation de l'IA. Donc, il est clair. Alors, il y a deux choses que je peux dire en recommandation par rapport aux formations. La première, c'est que, effectivement, il faut regarder de pratiquer. La pratique est la clé de tous les métiers à ce niveau-là. Mais la deuxième, c'est aussi de garder en mémoire la partie méthodologique, organisationnelle, structurelle, qui permet d'être beaucoup plus critique et d'avoir l'esprit critique par rapport aux IA. Parce que tu vois, à un moment donné, si tu connais rien, par exemple, en communication, tu peux demander à ChatGPT, fais-moi un plan sur les réseaux sociaux. Il va te sortir quoi? Ah bah, fais des TikTok, fais du Snapchat, et puis terminé. Des généralités. Des banalités. Mais qui peut-être vont servir à la construction d'un site tiers-plan enrichi par quoi? Par l'intelligence humaine. Oui, mais si t'as pas les éléments, les atouts, la compréhension de l'écosystème de Snapchat, qui est une communauté, certes, qui cartonne sur les 15-24, mais qui a pas la même fonctionnalité que TikTok, bah, tu perds du sens et tu perds de la valeur et dans ta stratégie. Donc, il faut garder cet esprit critique à chaque fois sur le sujet. Vous voyez, c'est aussi ça. Et le travailler et l'expérimenter. C'est ça, d'apprendre à apprendre. C'est toutes les erreurs que vous faites aujourd'hui en travaillant avec ChatGPT, en essayant de sortir des textes, des posts pour les réseaux sociaux, des visuels qui seront pas suffisamment bons, en tout cas qui colleront pas à vos objectifs. Mais en fait, ce sera autant d'étapes d'apprentissage pour réussir à sortir la prochaine fois du premier coup les résultats que vous cherchez à avoir. Et ce temps-là, c'est du temps incompressible. Ce temps d'apprentissage, il faut le prendre maintenant tant que vous êtes étudiant. Christophe a dit quelque chose aussi d'essentiel. C'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises, plutôt des grandes entreprises, celles du CAC 40, qui pour l'instant n'ont pas accéléré sur l'IA. À juste titre, parce qu'il y a des sujets à propos de la donnée. Voilà, de se dire, OK, les données stratégiques de l'entreprise, si on les confie à une IA externe, des questions de serveurs, et là, c'est de la géopolitique, les États-Unis, la Chine, etc. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore été réglées, mais qui vont être réglées dans les prochains mois. Donc, le fait de se dire, ah ben non, il n'y a pas l'IA dans l'entreprise, donc j'ai pas besoin de parler d'IA. Le jour où ils vont appuyer sur le bouton, il y a ceux qui seront prêts, et il y a ceux qui se demanderont, attendez, c'est où la ligne de départ? J'espère pour vous et j'ai envie que vous soyez sur cette ligne de départ. Parce que vous avez l'âge parfait et vous êtes dans une situation d'apprentissage. Vous faites des études, c'est génial de faire des études. Et d'ailleurs, ce sera ma conclusion. Aujourd'hui, je suis directeur du MBA Marketing, Communication et Innovation de l'Institut Executive Education. Il y a maintenant 10 ans, j'ai été un étudiant de ce MBA. Ce MBA, il a 25 ans, mais il a complètement changé. Vous imaginez bien que ça s'appelait Marketing et Commerce sur Internet il y a 25 ans. Vous imaginez qu'il y a 25 ans, j'en étais à des années-lumière de ce qu'on sait aujourd'hui. Pourtant, il reste toujours le squelette. Je vends quelque chose, à qui je le vends? Où je vais le trouver? Comment je vais l'adresser? Qu'est-ce que je vais créer comme point de contact? Comment je vais mesurer ces points de contact? Ça, c'est de la stratégie. Et ensuite, vous mettez des outils. Si vous avez bien écouté ce qu'on vous a dit, il y a accélère toute cette stratégie. Mais cette façon de penser, ce logiciel humain, c'est ce qui vous permettra, dès aujourd'hui, de faire la différence sur le marché. Qu'est-ce que je rajoute de plus? T'as à peu près tout dit. Non, les jobs que vous aurez à gérer dans les 10-15 ans à venir, ce sont des jobs qui seront certainement full IA, ça c'est sûr, mais sur lesquels vous allez devoir trouver, peut-être inventer et réinventer le job en l'occurrence. Moi, j'ai occupé quelques fonctions où en fait, on passait notre temps à créer des nouveaux jobs. Alors, c'est un peu prétentieux, je vais vous dire, mais en fait, c'est à chaque fois qu'on avait une technologie qui arrivait sur le marché, on créait un truc. Je te donne un truc, on s'est mis à acheter l'espace publicitaire sur le digital, de manière comme on achète des actions en bourse. Un acheteur en bourse, ça s'appelle un trader. D'ailleurs, on a créé un métier qui s'appelle le trader média, le trading média. J'achète des audiences et des datas
aux enchères. C'est comme ça que fonctionne Google, c'est comme ça que fonctionne Facebook. C'est spécifique du Ça, marketing. ça fait partie du spectre de la communication et du marketing digital, de savoir acheter au bon endroit et de comprendre tous ces enjeux, ces algorithmes et ces IA qui sont utilisés par ailleurs. Donc, toi, on crée à chaque fois des métiers. Demain, on sait qu'on a un vrai sujet sur l'efficacité. Les annonceurs qui investissent beaucoup d'argent disent, ouais, mais moi, j'aimerais bien que ce soit plus efficace que ça l'est aujourd'hui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser les IA. Et Google vient de sortir une application dans ces outils qui permet de faire de la modélisation et de faire du prévisionnel et de dire, OK, aujourd'hui, si je mets tant d'argent sur tel support, sur tel emplacement avec telle création, j'ai pu avoir une probabilité de générer tant de ventes. Et cette logique de prévision, parce que c'est partie de logique marketing, est un truc hyper intéressant. Si la machine vous aide à projeter, ah bon, je faisais quoi? Doigt mouillé, dire ouais, je pense que ça peut marcher. On savait pas trop. Là, on commence à rentrer dans une logique un peu scientifique. Mais celui qui a le dernier mot, ça sera l'humain. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment en train de faire évoluer les métiers et à chaque étape technologique, des nouveaux métiers, des nouvelles briques se construisent sur le sujet. Donc en fait, vous allez travailler ce qu'on appelle le T-shape, c'est-à-dire votre capacité à avoir de plus en plus de spécialités et de devenir aussi généraliste dans vos métiers. Ce qui demain vous permettra peut-être d'avoir plusieurs métiers en même temps parfois, parce que l'IA, ça va faire gagner aussi pas mal de temps. Vous avez vu qu'on est quand même assez passionné. On ne sait pas si on est passionné, mais on est passionné par ce qu'on vit et ce dont on parle. On est convaincu que cette révolution, cette transformation-là, c'est une transformation qui est bénéfique. Et donc vous êtes à l'aube de votre carrière professionnelle, de votre cursus professionnel. Il y a des super métiers, des super carrières à faire dans la communication et le marketing. Commencez par les prendre par le bon bout. Et cette révolution IA, c'est dès maintenant qu'il faut la prendre pour vraiment vous épanouir dans vos futurs métiers, et ensuite 2, être utile. Si on a envie de faire un métier, quel qu'il soit, c'est pas la communication et le marketing, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Et pour trouver du sens, il faut de l'utilité. Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ce que je fais est efficace? Est-ce que ce que je fais fait la différence? Est-ce que, Christophe, ce que tu fais fait la différence? Moi, je dis oui. Je sais pas. Je suis plus assez modeste là-dessus. Je sais pas, à quelle heure on a? C'est fini là. Ah, c'est fini. Et avec plaisir, faut continuer de vive voix ou sur LinkedIn. On est tous les deux sur LinkedIn avec Christophe. Ça sert aussi à ça. Bon après-midi.